les choses changent. Beaucoup de choses ont été dites sur ce qui est réformable ou non. Aujourd'hui, l'Europe, soit on la change, soit effectivement elle va se désintégrer et nous on peut la voir. De toute façon, le constat, on l'a. La situation à Bruxelles n'est pas tenable. Les diktats, sans que nous puissions avoir notre mot à dire et même un minimum de visibilité, sont des choses qui ne peuvent plus continuer. C'est pour ça que Diem 25 a commencé avec son premier step, sa première marche, qui est celle de demander la transparence en Europe, qui est celle de dire que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est opaque. Nous en avons perception quand c'est trop tard et quand on nous dit « Tina, il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus rien à faire ». Donc c'est un constat d'échec flagrant, mais nous voudrions aussi réintroduire un peu de symbolique dans cette histoire de l'Europe. L'Europe n'est pas simplement l'histoire de l'euro. L'Europe, c'est aussi le continent qui n'a pas de peine de mort. L'Europe, c'est aussi un continent d'avancée. Et nous aimerions aujourd'hui avoir cette possibilité sur 10 ans de changer réellement les choses par un mouvement des citoyens, par la capacité de reprendre en main les choses, avec cette première campagne où nous demandons de mettre la lumière dans les institutions européennes, et ensuite avec la capacité de mener des politiques différentes, qui ont de nouveau le citoyen au centre de tout, et qui nous permettent de sortir aussi de l'éloignement de la politique et du langage qui maintenant me fait aussi peur, et de l'incapacité de communiquer directement sur des sujets importants. La dernière assemblée qui a eu lieu de Diem 25 à Vienne, et vous imaginez pourquoi à Vienne il y avait des élections un peu tendues à Vienne, était sur les réfugiés. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est d'avoir un langage de vérité, de ne pas avoir peur, de créer des politiques et de sortir de la politique de la peur. Si nous sortons de la politique de la peur, d'autres le feront aussi. Il y a quelques années, on parlait d'hégémonie culturelle. On peut changer le mot, on peut changer les termes, mais il y a un besoin net et fort de réintroduire la réflexion sans peur. Si on me demande ce que je pense par rapport aux migrants et aux réfugiés, je n'ai absolument pas peur de dire que c'est une ressource pour moi. Pour moi, c'est quelque chose de positif dont il ne faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, on a très peu de politiques dans nos différents pays qui ont ce courage. Diem 25 veut avoir le courage de remettre les arguments et ce type de débat au centre de la discussion. Pourquoi 25 à côté de Diem ? Parce que tout ce processus, pour nous, ne peut se faire en 2 jours, mais nous nous donnons 10 ans pour reformer complètement l'Europe. Autrement, nous sommes convaincus effectivement qu'elle ne sera plus là, qu'on ne pourra plus continuer de cette façon. Quelles sont les étapes ? Après cette première, de demander la lumière dans les institutions, c'est celle de créer, avec toutes celles et tous ceux qui entreprennent le chemin de Diem, des livres blancs, justement, sur les thématiques qui nous tiennent à cœur. Ensuite, de demander une assemblée constituante, et une fois qu'on aura réformé les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, d'en créer des nouvelles avec une véritable participation citoyenne. C'est pour ça que nous sommes assez en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, et avec la démarche du jury citoyen, dans cette idée que la démocratie, aujourd'hui, est un outil révolutionnaire pour moi. Aujourd'hui, remettre le mot démocratie au centre de nos politiques et de nos débats, c'est quelque chose qui n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, acquis. Nous ne sommes pas pour le plan B immédiat, nous ne sommes pas pour la sortie des traités en Europe, nous sommes pour un changement radical, net des pratiques, mais pour agir maintenant, c'est le plan A qu'il faut mettre en place. Le plan A, ce sont les citoyens qui peuvent le porter. Pour avoir un plan B, il faut, et nous l'espérons fortement, que les progressistes soient présents dans le plus ample nombre de pays européens, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les citoyens, par contre, ensemble, peuvent agir dès maintenant. Si nous nous disons que ce n'est pas possible, que de toute façon on a déjà essayé, et nous restons à la fenêtre, ce sont d'autres politiques qui gagnent, c'est la politique de la peur qui gagne, c'est le repli sur soi qui gagne. Et c'est aussi
une partie de ce qui s'est passé dans le Brexit. Dans le Brexit, il y a un vote tout à fait raisonnable contre les institutions européennes que nous pouvons et nous devons comprendre et analyser. Mais il y a aussi eu une partie de vote xénophobe et de repli sur soi qui a été important et qu'on ne peut pas nier. Nous avons eu énormément d'amis et de membres de Diem qui ont fait une campagne exceptionnelle pour le Remain et qui nous racontent des scènes atroces pour ne pas vouloir rentrer dans l'histoire de l'assassinat de Joe Cox qui nous a tous beaucoup touchés. Mais le Brexit aujourd'hui a ces deux flux. La révolte tout à fait justifiée contre les institutions de Bruxelles qui ne sont plus à la hauteur et qui n'ont probablement d'ailleurs jamais été, mais aussi un repli sur soi. Et en tant que Diem 25, c'est contre ce repli sur soi que nous allons essayer de lutter. C'est une aventure tout à fait extraordinaire. C'est la première fois qu'on a un mouvement qui naît en même temps dans tous les pays et qui mène une réflexion commune sur ces thématiques. Ce que j'aimerais aussi ce soir, vu que nous sommes à Nuit debout et que vous nous avez tous appris qu'il faut parler le moins possible et qu'il faut écouter le plus possible et s'écouter, c'est suivre la démarche de Nuit debout, à laquelle Diem 25 a participé depuis le début en fait. Yanis Varoufakis est venu apporter un message de soutien le 16 avril, si je me souviens bien. Shreko Horvat a aussi participé à une réunion d'une commission, la commission économique politique justement, et nos membres sont présents le plus possible dans les commissions et dans les débats. Mais dans cette démarche, dans une démarche d'écoute, parce que nous pensons aussi avoir des choses en commun avec la démarche de Nuit debout, et nous sommes là aussi pour apprendre. Ce matin, ils avaient un truc à Versailles, ils faisaient le tour des jardins de Versailles, on touche ensemble, mais lui il était un peu gêné de parler. Il avait l'air d'avoir mal au ventre, je pense qu'il est en train de 6 ans de sa vie quand même. Bonjour, avez-vous des questions dans l'Assemblée? Je vous en prie, monsieur. Bah ouais, voilà, il a un peu envie de... Là, je pense qu'il a envie. En France, on a Regard Citoyen qui tire parti des dispositions gouvernementales qui permettent de la transparence. Donc ils vont chercher les informations sur nos députés, nos sénateurs, et ils les présentent d'une façon compréhensible pour nous citoyens. Est-ce qu'au niveau européen, il y a des dispositions légales qui existent? Merci pour cette question, parce qu'en fait, c'est toute la problématique de l'opacité européenne. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen et aucune possibilité, sans acceptation et sans que pétition et force citoyenne s'imposent, d'avoir les retransmissions et les minutes des meetings. Autre chose que Diem demande, c'est la publicité de tout ce qui est rencontre avec les lobbyistes. Vous savez que Bruxelles est la cité, la ville des lobbies. Nous aimerions savoir si nos députés et toute institution européenne est influencée par une petite rencontre de la journée d'avant ou pas. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Il faut la volonté politique. Quand la volonté politique n'est pas là, il faut la stimuler. La pétition de Diem a déjà eu un petit effet. Certaines copies de réunions de commission ont été rendues disponibles et mises en ligne, mais ça n'est absolument pas suffisant. Nous, ce que nous voulons, c'est le streaming. C'est la possibilité de voir en direct ce qui se passe, de pouvoir consulter a posteriori les comptes rendus, de savoir qui voit qui, et de pouvoir avoir ce regard citoyen qui manque à ce niveau plus que jamais. Vous avez une question, monsieur? Oui, non, J'ai deux questions. Bonjour, merci. D'une part, une question sur le fonctionnement et la conception de Diem 25. Vous avez parlé au démarrage d'intellectuels qui ont participé. L'expérience grecque montre qu'il y a un enjeu de rapport de force sociale et politique. Moi, je voudrais savoir quelle est l'orientation de Diem 25 par rapport aux mouvements sociaux, aux associations, aux mouvements politiques, à tout ce qui peut relever d'un rapport de force à construire. Donc ça, c'est la première question. Et deuxième question concrète,
à ma connaissance, il y a un projet tout à fait désastreux qui est intitulé, enfin qui est un nouveau traité, un projet de nouveau traité qu'à l'échéance de 2017, on est en train de nous préparer dans la coulisse, le projet des présidents, des 5 présidents, qui vise à verrouiller plus que jamais les institutions de l'Union européenne. Dans l'optique de la mise en transparence et de la dénonciation du fonctionnement, que prévoyez-vous de faire là-dessus? Je suis reparti avant, je suis venu ici, tu vois, à Public, parce que je ne sais pas quoi. Lui, il est arrivé là-bas, on devait se voir ici. Merci pour ces questions. Alors pour la première, effectivement, sur le rapport de force et sur la mise en place d'actions concrètes du Diem 25. Oui, il y a un certain nombre d'intellectuels, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a bien plus. Diem 25 veut être aussi une plateforme qui permet donc aux individus d'adhérer, mais qui permet aussi à des mouvements et des associations. Nous avons travaillé notamment avec Occupy, nous avons travaillé avec tout un réseau européen qui a permis à Diem d'être aussi présent dans les actions menées pour changer les choses dans les différents pays. Aujourd'hui, pour la suite, nous voulons vraiment être l'outil pour pouvoir mettre à disposition des moyens pour aller plus loin, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas une grande demande, nous disions par exemple sur la pétition à Bruxelles, c'est pas possible d'y arriver avec un nombre de signatures par pays qui ne leur fasse pas peur. Il faut que le nombre de signatures par pays, à un moment donné, fasse réfléchir, qu'ils se disent, s'il y a une manifestation en bas de nos portes, avec une pétition de cette ampleur-là, on ne pourra que les écouter. La visibilité aujourd'hui sur les traités à venir est opaque, comme tout le reste des décisions prises à Bruxelles. Donc effectivement, l'aide de l'IT sera aussi pour le traité 2017 à venir. Et nous prévoyons dès la rentrée toute une série d'actions autour de cette pétition pour pouvoir donner du concret et faire en sorte que Diem existe aussi dans tous les mouvements, dans toutes les situations où il peut être utile, où il peut être rassembleur et où il peut mettre ensemble aussi des personnes qui ont des visions différentes, des passés différents, des visions politiques. Quand je dis des visions, c'est des visions politiques différentes, mais qui peuvent agir ensemble sur ces questions parce qu'elles sont fondamentales pour la suite. Le traité des 5 présidents. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir vous dire exactement de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui a été ventilé par plusieurs sources, plutôt françaises par ailleurs pour l'instant. Mais effectivement, tout traité tendant à verrouiller encore plus les choses ne pourrait qu'être rejeté par Diem. Mais aujourd'hui, c'est une information qui circule dans une partie de réseau français. Tout traité qui verrouillerait encore plus les choses aura notre position plus que radicale, mais pour l'instant, il faut voir de quoi il s'agit. Voilà. Alors, depuis quelques jours, circule sur les réseaux internet cette idée de traité qui serait en préparation et qui serait effectivement un traité qui verrouillerait encore plus les institutions. Cette campagne-là est unie à la campagne Sortons de l'Europe et sortons des traités. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires et complémentaires, donc je vais faire exactement comme celui qui m'a précédé. Quand j'aurai plus d'informations, je vous en parlerai. Je ne peux pas vous dire d'un traité dont je n'ai aucune connaissance pour la suite, quelle est la prise de position dans le mérite. Mais c'est évident que s'il s'agissait, comme nous pouvons l'imaginer, de quelque chose qui verrouille et qui fait encore plus peur que les institutions actuelles, non seulement nous y serons opposés, mais nous essaierons de faire le plus possible pour réunir autour de nous les forces qui pourront s'y opposer. Mais à l'état actuel du chose, c'est quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà. Je peux vous dire seulement ce que je sais et vous proposer de vous transmettre tous les documents qui sont en circulation. Je le sais au travers des réseaux, notamment des attaques Europe.
et de participants qui sont également dans des groupes européens comme la GUE. En ce qui concerne le titre que j'ai évoqué, enfin on l'appelle le traité des 5 présidents, parce qu'il s'agit des présidents des groupes, d'une part, président du Parlement européen, président de la Banque centrale européenne, président du Conseil européen, président de la Commission européenne, plus président de l'Eurogroupe qui n'a aucune légalité. Aucune légalité. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous transmettre. Je suis assez étonnée qu'avec tout de même une implication dans le Parlement européen, etc., vous n'ayez pas les informations là-dessus. Je vous transmettrai ce que j'ai. Sur la préparation du traité, oui. Sur le nom, non. Sur le contenu, encore moins. Voilà. D'autres questions? Une question? Madame, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est moi qui a donné l'idée pour les 5. C'est moi qui lui ai donné l'idée. Je voulais savoir, c'était quoi c'était les 5 institutions pour donner. C'était les 5. Oui. Cette dame qui est partie, c'est moi qui lui ai donné l'idée de que ça veut dire les 5 institutions. Elle est partie, vous a dit, est-ce que vous pourriez nous donner des explications? Pas de quoi, pas de quoi. On veut savoir, madame, ici, est-ce qu'il y a une aide européenne pour ces gens qui sont dehors, comme moi et tout le monde, qui sont à l'extérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose de réel ou fictif, s'il vous plaît? Il devrait y avoir, hein, mais il n'y a pas. Je réponds à la partie de question qui était la finale. Est-ce qu'il y a une aide européenne pour les gens qui souffrent et qui sont mal? Justement, l'Europe que nous voudrions construire, c'est l'Europe qui ouvre les portes, c'est l'Europe qui protège. Diem 25 a commencé une action globale, mais un travail aussi de réseau sur le local. Ada Colau, le maire de Barcelone, est membre de Diem 25. Nous travaillons avec le réseau des villes rebelles qui se sont proposés justement de protéger leurs citoyens. Le maire de Naples a déclaré la semaine dernière « Chez moi, il n'y aura pas d'expulsion. Chez moi, je protégerai. J'ai été élu pour ça. » Donc c'est aussi mettre un réseau, les bonnes volontés locales et les capacités à changer par la politique de tous les jours la vie des gens. Dire démocratiser l'Europe, c'est une chose et c'est notre projet principal. Mais notre projet principal, c'est que ces citoyens d'Europe puissent y vivre convenablement. Et donc toutes les ressources locales et citoyennes qui peuvent se prêter et travailler en commun pour ce but sont plus que les bienvenus à Diem. Et ce réseau des villes rebelles qui se met en place et qui marche aujourd'hui est une ressource fondamentale pour avoir une idée et un modèle de ce que nous voudrions que notre Europe, que notre France et que nos villes soient pour la suite. Une question pour moi-même. Yanis Varoufakis est un personnage charismatique. C'est lui qui a initié le mouvement Diem 25. Il a été ministre des Finances de la Grèce et il a quitté le gouvernement à la suite de la volte-face d'Alexis Tsipras qui a beaucoup fait parler. Que devient Yanis Varoufakis? Quel est son rôle au sein de Diem 25? Quels sont ses projets? Que devient l'homme aujourd'hui à travers le mouvement? Oui, Yanis Varoufakis, effectivement, a quitté ses fonctions de ministre dans ce soir qui va être d'ailleurs très prochainement rappelé, parce qu'en fait, ça va être l'anniversaire du référendum et de l'Oxy bafoué quelques heures après. C'est aussi après ce coup, parce que je ne pense pas qu'on puisse le définir autrement, que l'idée de Diem est née. Que l'idée de dire qu'on ne se laisse pas faire et que la capacité qu'on a quand on est ensemble est plus forte que simplement se dire bon, on n'a pas réussi, le référendum s'est mal passé, on rentre chez soi. Non, on rentre pas chez soi. On rentre pas chez soi, on reprend cette force que le référendum avait donnée et on se remet en marche. Aujourd'hui,
Yanis se consacre pleinement au mouvement de Diem. Il traverse l'Europe le plus qu'il peut, avec la compatibilité des 24 heures, parce qu'effectivement, il a, je crois, fait le tour d'Europe plusieurs fois dans les derniers mois. Il est très présent et très solidaire avec les mouvements. Il a voulu venir à Nuit debout. Il a voulu l'annoncer à la dernière minute pour ne pas parasiter la journée de Nuit debout. À chaque fois qu'on a une manifestation en France, une journée de grève, on reçoit des messages non seulement d'appui, mais de réelle participation. Donc il y a une présence plus qu'active. Yanis aujourd'hui est profondément engagé dans la création et dans la suite de ce mouvement. Et aussi, on a tous envie de passer au stade et à la phase successive qui est celle de lui donner du contenu et d'écrire les pages, de remplir les pages de ce projet d'avenir. Il sera aussi présent en France. Il a beaucoup aidé dans le Royaume-Uni dans les derniers temps. Vous imaginez pourquoi. Brexit oblige, mais il sera aussi plus présent dans notre pays. La semaine dernière, il était justement en Italie avec le maire de Naples pour proposer aussi des alternatives concrètes sur le local. Le micro, à qui le souhaite? Je voulais simplement vous demander par rapport au Brexit, quelle était la position d'Diem, quel était le message qu'il voulait porter suite à ce référendum. Merci. Diem a fait campagne pour le stay, pour le rester en Europe du Royaume-Uni. Nous avons fait une très très forte campagne et tous nos membres se sont engagés depuis des mois sur cette campagne. Donc je ne dirais pas qu'on était surpris, choqués, parce que il y avait quand même des sondages qui indiquaient la voie que probablement allait être prise. Mais l'analyse nous porte à avoir une double vision, une double réflexion. Il y a dans ce référendum et dans ce Brexit un vote tout à fait légitime contre les institutions européennes et des citoyens qui juste n'en peuvent plus, qui arrivent à un rejet et à une envie de faire quelque chose d'autre tout de suite. Mais on ne peut pas non plus nier la partie xénophobe et la partie de repli sur soi qu'il y a eu dans ce vote. Nos amis de Diem qui faisaient campagne sur place peuvent le témoigner. L'assassinat de Joe Cox en est une autre pierre bien triste. Les partis de droite et de droite dure, de repli sur soi et xénophobes dans le Royaume-Uni ont utilisé des arguments atroces sur les populations migrantes et sur les réfugiés. Ce qui a été dit, même par rapport à la situation de Calais, dont nous sommes partie est concernée en France, comme ça il se les garde à Calais. Ce sont des choses qui ont été dites dans les débats télévisés. Donc il y a une double réaction, une envie d'être avec le peuple qui a fait un choix contre des institutions qui ne lui vont plus et qui ne croient plus à rien, et en même temps essayer d'éviter un système de contagion et de repli sur soi, et de se dire que de toute façon la seule voie c'est de revenir à l'État. Moi je disais il y a quelques jours, la politique économique européenne ne me va pas. La politique sociale européenne ne me va pas. La politique étrangère européenne ne me va pas. Mais ces trois mêmes choses, je pourrais les dire pour la France. Et aujourd'hui, on ne peut pas sortir de la France. Donc il y a un besoin fort de changer les choses là où il y a besoin de les changer. Ce Brexit, aujourd'hui, ouvre la porte à des situations qui ne sont pas encore toutes gérées, qui bien évidemment vont être gérables, parce que je ne veux pas non plus faire du catastrophisme, elles vont être gérées. Mais à l'état actuel des choses, bien évidemment, nous ne pensons pas que ça soit une voie à suivre. Nous espérons que la contagion ne va pas avoir lieu et que les forces, surtout progressistes, arrêteront d'utiliser des arguments qui mènent aussi à un renforcement de la droite. Tout à l'heure, on disait oui, mais on ne peut pas s'interdire de les utiliser, on ne peut pas s'interdire de dire ce qu'on pense, évidemment. Et tout le respect pour des positions alternatives.
Mais c'est évident que les premières réactions qui sont sorties sur la presse française, ce sont celles de Marine Le Pen et de Philippot, qui exultaient et qui demandaient un référendum net, qui ne parlaient même plus de réflexion, d'envie de voir ou de possibilités. Ils demandaient immédiatement un référendum en France. Et il ne faut pas non plus faire le jeu de ces partis-là, autrement la situation en Europe risque vraiment d'être dramatique pour les peuples européens.